Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour discuter de l'actualité financière de la semaine qui vient de s'écouler. Donc on va commencer ensemble par faire un petit point d'abord sur les valeurs des marchés, comment est-ce que les marchés ont performé cette semaine. On va continuer ensuite en parlant de l'explosion de la taxe foncière en France. On va parler ensuite du fait que 53% des ménages américains sont détenteurs d'actions en bourse, suivi par l'augmentation des dividendes versés par les entreprises françaises, et on terminera ensemble par un focus sur le rendez-vous annuel de Berkshire Hathaway, qui est la société d'investissement de Warren Buffett. Alors d'abord, pour l'actualité des marchés financiers cette semaine, on n'a que du vert quasiment cette semaine, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Alors le CAC 40 a performé et a fait plus 0,4% sur la semaine, poussé par les bons résultats. On a eu pas mal de résultats, notamment les banques, tout ça et tout, donc tout va bien. Donc le CAC 40 continue d'augmenter à plus 0,4% sur la semaine. Le DAX a augmenté, donc le DAX 30, les Allemands ont augmenté de plus 1,3% sur la semaine, poussé par les très bons résultats dans l'industrie, notamment ceux de BMW qui a annoncé des chiffres très bons. Le S&P 500 aux États-Unis a augmenté de plus 1,2%, pareil que chez nous, c'est les très bons résultats de l'ensemble des entreprises américaines qui fait que tout ça s'est poussé. Pareil pour le Dow Jones, qui donc l'industriel, plus 2,6% sur la semaine, et le Nasdaq a lui par contre fait moins 1,5% sur la semaine, malgré un contexte favorable, puisque du coup en fait on a quand même les entreprises technologiques qui continuent tout à super performer aux États-Unis, mais le Nasdaq continue à perdre, notamment parce qu'en fait il y a une espèce de rotation qui se met en place dans les stocks. C'est-à-dire que maintenant que l'économie un peu plus traditionnelle est en train de réouvrir, et du coup les gens sortent l'argent qu'ils avaient investi dans la tech l'année dernière et le réinvestissent dans les entreprises un petit peu plus classiques entre guillemets, on va dire. Donc tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait au tourisme, au voyage, à l'industrie, au BTP, tout ça, toutes ces industries qui étaient un peu pénalisées par la crise sanitaire en 2020 et qui du coup sont en train de repartir fort en 2021. Donc il y a un mouvement de capital de la tech vers les entreprises traditionnelles, et ça explique le fait que le Nasdaq continue à baisser, donc moins 1,5% sur la semaine pour le Nasdaq. Ensuite, la première actualité de la semaine, alors c'est l'explosion de la taxe foncière. Donc on a 12 000 villes en France, donc on a un rapport qui est sorti, qui dit qu'il y a 12 000 villes en France à peu près qui vont augmenter la taxe foncière sur l'année 2021. Ça représente un tiers des villes de France. On s'attend à une augmentation entre 2 et 3% à peu près, donc quelque chose de relativement modéré pour l'instant, mais ça reste quand même un chiffre qui est important, 12 000 communes qui augmentent leur taxe foncière. Alors comment ça se fait? La taxe foncière aujourd'hui, c'est un des derniers gros leviers fiscaux qui existent pour les communes. Elles en ont d'autres, mais qui sont plus orientées vers les entreprises, donc c'est de la taxation d'entreprise, de la taxation, ce genre de choses-là. Et en fait, ils peuvent pas trop le faire aujourd'hui parce que du coup, les entreprises sont un peu dans la difficulté suite à la crise sanitaire, et donc du coup, ils décident finalement de taxer les particuliers. Ça s'explique aussi du coup par le fait que les dépenses ont augmenté pour les communes en 2020, donc notamment à cause de la crise sanitaire. Il y a eu pas mal de dépenses, il y a eu des choses à mettre en place, il y a eu des distributions de masques, il a fallu réorganiser les marchés, il a fallu faire plein de choses pour les communes, ça leur a coûté de l'argent. À côté de ça, les rentrées fiscales ont été moindres, donc il y a eu moins d'impôts qui ont été perçus puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la difficulté, comme je le disais, et donc du coup, en fait, moins de recettes, plus de dépenses, donc ils ont besoin d'augmenter leur fiscalité pour compenser cet écart qui est en train de se créer, et donc du coup, un dernier levier fiscal disponible, c'est la taxe foncière, et donc du coup, ils tapent sur les propriétaires. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi je pense que c'est que le début de l'augmentation de la taxe foncière pour plusieurs raisons. La première, c'est que les communes ont vraiment pas bien digéré, les maires ont pas bien digéré la disparition de la taxe d'habitation en réalité, qui a été votée par le gouvernement Macron, et que du coup, en fait, ils vont compenser en fait cette disparition de la taxe d'habitation par une augmentation continue de la taxe foncière sur les prochaines années, en disant du coup on aurait aussi augmenté la taxe d'habitation si on avait pu, mais vu qu'on peut pas le faire, et du coup on compense par la taxe foncière. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'État est en train de travailler sur la revalorisation des valeurs locatives. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe foncière, en fait, c'est une taxe sur ce que tu aurais pu louer ton logement si tu l'avais loué, et le calcul se fait aujourd'hui d'une certaine manière. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, je vais pas le détailler ici, mais il y a plein de choses qui sont prises en compte. Et en fait, l'État est en train de retravailler actuellement sur comment est-ce qu'est définie la valeur locative d'un bien. Et notamment, ils vont prendre en compte des éléments qui n'étaient pas pris en compte jusque-là, mais le fait que tu puisses louer un logement en Airbnb, que si du coup tu loues un meublé, du coup, si tu louais meublé, du coup tu pourrais tirer plus d'argent que si tu le loues pas meublé, tout ça. Et du coup, maintenant qu'ils vont prendre en compte ce genre d'éléments-là dans la taxe foncière, et la taxe foncière va sûrement augmenter beaucoup plus fort que 2 à 3%, et elle va augmenter surtout de façon beaucoup plus large que les 12 000 villes qui sont concernées aujourd'hui. Parce que si demain l'État
vote la revalorisation de la valeur locative des biens, ça va impacter l'intégralité des propriétaires français. Et donc du coup ça c'est quelque chose d'important, et je pense que ça va arriver sur les prochaines années. Et donc du coup ce n'est que le début, mais là ça va quand même faire un peu de mal à pas mal de Français, parce que c'est 2 à 3% de moyenne, mais il y a certaines villes qui vont augmenter peut-être de 10, 12, 15% leur taxe foncière cette année, et là ça va commencer à faire un peu mal. La deuxième actu de la semaine, c'est qu'on a eu les chiffres aux États-Unis du nombre de ménages qui sont détenteurs d'actions, et on a donc 53% des ménages américains qui sont détenteurs d'actions aux États-Unis. Donc c'est un chiffre qui est très très important, qui est assez intéressant aussi parce qu'on va pouvoir le mettre en comparaison avec la France. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 1989, il y avait seulement 32% des ménages américains qui étaient détenteurs d'actions. Donc c'était déjà un chiffre qui était très important. Ça montre que la détention d'actions et l'investissement en bourse aux États-Unis, ça fait partie de la culture. Mais 53%, là, on a passé la moitié des Américains qui sont donc détenteurs d'actions, et donc c'est un chiffre qui est assez important, qui est poussé notamment par le fait que les frais sont de plus en plus faibles pour investir en bourse, première chose, et deux, par le fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui facilitent l'accès à la bourse. Donc les acteurs, on entend par exemple Robinhood, qui est la grosse application aux États-Unis d'investissement en bourse pour les particuliers, qui a vraiment facilité l'investissement en bourse en permettant notamment d'investir de façon très rapide, sans frais, sur des fractions d'actions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux pas acheter une action complète de Tesla qui est à 700$ l'action, quelque chose comme ça, tu peux acheter une fraction d'action de Tesla, tu peux dire j'achète 1/7 d'action Tesla, ce genre de choses-là. Et donc du coup, avec tout ça, en fait, ils ont vraiment permis de faciliter l'accès à l'investissement boursier aux États-Unis, et ça se ressent dans les statistiques, puisque du coup, aujourd'hui, on arrive à 53% des ménages américains qui ont investi en bourse, qui sont investis en bourse. Alors le rapport, il disait 2-3 autres trucs. Il disait notamment le fait que l'investissement médian en bourse aux États-Unis sur ces personnes-là, donc le chiffre où il y a 50% des personnes en dessous et 50% des personnes au-dessus, est donc de $40 000, donc c'est quand même une valeur médiane qui est assez intéressante. Première chose. Deuxième chose, il disait que les foyers qui investissaient le plus aujourd'hui aux États-Unis, c'est quand même les foyers riches et les foyers blancs. Donc ça veut dire que les personnes qui avaient plus de $150 000 investissaient beaucoup plus que forcément les personnes qui avaient moins de $150 000, et que même dans ces foyers-là, il y avait une différence dans les couleurs de peau, c'est-à-dire que les blancs investissent plus facilement en bourse que les noirs, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui du coup pose des questions un peu sociales après, mais du coup ça faisait partie du rapport, donc je le mentionne. Alors, si on fait la comparaison avec la France, en 2019, le dernier chiffre qu'on a, c'est qu'il y avait 11% des ménages qui étaient détenteurs d'actions, qui investissaient en bourse. Il y avait seulement 11% des ménages en France qui investissaient directement en bourse. Donc ça c'est quelque chose de... Donc là on voit un gros écart, 53% aux États-Unis aujourd'hui contre 11% en 2019 en France. Ça a probablement pas des masses bougé, parce que le marché de l'investissement en France n'a pas tant évolué que ça, donc on n'a notamment pas accès aux mêmes applications que les États-Unis, les frais ont réduit, mais ils n'ont pas réduit tant que ça non plus, il y a quand même le shift qui s'est fait aux États-Unis, il s'est pas encore fait en France, donc même si c'est peut-être un peu plus élevé aujourd'hui qu'en 2019, ce sera certainement pas 53%, ça c'est une certitude. Ce qui est intéressant de noter en fait quand on regarde ça, les chiffres de l'INSEE autour de ça, c'est que les Français en fait en termes d'épargne financière aujourd'hui, ils utilisent beaucoup plus des livrets qui sont sécurisés, type le livret A, le LDD, le livret épargne au logement, ce genre de choses là, plutôt que d'aller créer un compte titre ou un PEA et d'investir directement en bourse via ces placements. Donc il y a un gros écart. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que du coup ça montre la différence de mentalité entre les États-Unis et la France sur l'investissement financier. Et du coup ça peut nous poser la question un petit peu de pourquoi est-ce qu'en France on n'investit pas plus, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de capitaux à nos entreprises, parce que quand tu investis quand même en bourse aujourd'hui, c'est quand même pour donner de l'argent à des entreprises dans lesquelles tu crois, dans lesquelles tu penses qu'elles ont une mission et potentiellement qu'elles peuvent faire des choses bien. Donc du coup c'est quand même dommage. C'est aussi une bonne manière d'investir, et on va le voir tout de suite après, il y a quand même une grosse explosion des dividendes en France là cette année, et c'est quand même dommage de se dire qu'il y a que 11% des Français qui vont bénéficier de cette explosion là, de cette explosion des dividendes. Donc voilà. Donc justement, troisième actu, l'explosion des dividendes en France. Donc on a eu le chiffre des dividendes qui allait être versé en 2021 en France, et la somme s'élève donc à 52 milliards d'euros en 2021, ce qui signifie un rebond très important de 42% par rapport à 2020. Donc en 2020, il y avait eu beaucoup moins de dividendes qui avaient été versés, forcément à cause de la crise financière et sanitaire qui avait lieu, donc sans surprise. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le rebond est très fort et surtout est très rapide. Parce que du coup, la crise sanitaire n'est quand même pas terminée aujourd'hui, et en plus de ça, là, c'est les dividendes qui vont être touchés sur l'exercice 2020. Donc comment ça se fait qu'on ait quand même autant de dividendes qui soient versés? C'est dû au fait que
les 120 plus grandes entreprises françaises, donc le SBF 120, c'est quand même avant tout des entreprises qui sont assez peu impactées par la crise sanitaire. C'est des grosses entreprises, des entreprises d'infrastructure, c'est des entreprises qui vont être, si tu prends une entreprise comme Vinci par exemple, qui fait des autoroutes, des parkings, du gros BTP, ils sont assez peu impactés par la crise sanitaire fondamentalement, parce que leur activité, même si elle a peut-être un petit peu ralenti, elle est quand même clairement pas à l'arrêt. Total, pour prendre une autre boîte du SBF 120, par exemple, ils sont pas du tout impactés par la crise sanitaire, parce que ils continuent à exploiter du pétrole, ils continuent à en vendre dans le monde entier. Les banques sont assez peu impactées fondamentalement aussi par la crise sanitaire, parce que du coup, d'autant plus qu'elles ont fait des super chiffres sur l'année 2020, avec tout l'argent qui a été versé par les États, tout l'argent qui a été investi par les États pour maintenir le secteur financier. Les banques se portent très bien. Donc voilà. Donc c'est pas les entreprises qui versent des dividendes en France, le SBF 120, c'est pas la petite entreprise du coin, c'est pas la petite PME qui a dû mettre tous ses salariés en chômage partiel, ou le restaurateur qui a dû fermer. C'est des entreprises qui sont fondamentalement assez peu impactées par cette crise sanitaire, et donc du coup elles versent des gros dividendes sur l'année 2021, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire quand même qu'elles sont en bonne santé, qu'elles ont fait des bénéfices, qu'elles ont fait du chiffre, qu'elles se portent correctement, et que du coup elles sont quand même dans un état qui est assez sain pour récompenser les actionnaires de leur investissement. Donc voilà, comme je le disais un tout petit peu plus tôt, c'est quand même dommage qu'il y ait que 11% des Français qui vont bénéficier de ces dividendes-là. On rappelle que n'importe qui peut aujourd'hui investir en bourse, il suffit d'aller voir ton banquier et lui dire d'ouvrir un compte, et donc du coup tu pourrais toucher aussi ces dividendes-là. Si t'as pas de compte titre aujourd'hui ou de PEA, ça peut être une bonne manière de se rappeler que ça peut être très rentable d'investir dans la bourse, notamment à cause des dividendes. Et enfin, on va faire un petit focus sur le rendez-vous annuel de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, c'est la société d'investissement, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs au monde aujourd'hui, qui est une rockstar de l'investissement, qui a battu le marché tous les ans sur la durée. Warren Buffett, il a 90 ans aujourd'hui, et sur toute sa vie, il a bien cartonné ses investissements. Et donc, ils font un rendez-vous annuel, en fait, où ils parlent de leur vision de l'économie, de ce qu'ils pensent de ce qui va arriver, de leur retour un petit peu sur leur année, tout ça. Donc ils parlent de pas mal de sujets autour de l'économie, et c'est assez intéressant. Si tu parles un peu anglais, ou si tu veux aller regarder la version sous-titrée, je t'invite à aller regarder. Les vidéos sont disponibles sur internet, et ça a été quelque chose d'assez intéressant, parce que du coup il y a eu pas mal d'informations, et du coup on va en discuter. Alors un des premiers points qu'ils ont abordé assez rapidement, ils ont parlé de Robinhood, donc j'en parlais un petit peu plus tôt, donc dans le fait que Robinhood était une grosse application, donc c'est une grosse application d'investissement aux États-Unis qui est destinée aux investisseurs, ce qu'on appelle les retail, donc les investisseurs lambda comme toi et moi, les particuliers. Et du coup, Robinhood cartonne, ils font des très très gros chiffres, ils vont rentrer en bourse cette année, on s'attend à une grosse entrée en bourse de leur part. Et en fait, Warren Buffett a été assez dur sur Robinhood en disant que ils avaient gamifié l'investissement, que c'était quelque chose de très très dangereux, que pour lui en fait on avait affaire à une population qui était normalement habituée des casinos et qui arrivait en fait sur l'investissement, et qui disait que c'était pas une bonne chose ni pour l'économie ni pour les gens qui y avaient accès, parce que du coup en fait les gens ils pensent qu'il y a toute une partie des investisseurs particuliers qui, au lieu de suivre des conseils d'investissement sains et équilibrés, vont sur Robinhood pour faire du pari en fait, et ils investissent dans des choses qui sont un petit peu YOLO entre guillemets, et du coup qui ont pas une bonne logique vis-à-vis de l'investissement, qui jettent l'argent par les fenêtres, qui investissent dans des choses sans regarder les fondamentaux des entreprises, tout ça et tout, et que du coup Robinhood c'est quelque chose de fondamentalement de pas bon pour aujourd'hui l'investissement et pour le marché financier en général, et donc du coup ça c'est un point de vue qui est assez intéressant, parce que c'est pas forcément le point de vue majoritaire aujourd'hui sur l'application Robinhood. La deuxième chose qui a été dite, ça a été dit par Munger, donc le collègue de Warren Buffett, qui dit que le Bitcoin était quelque chose de dégoûtant et de contraire aux intérêts de la civilisation. Donc ils sont restés un peu sur la même thématique, ils ont passé de Robinhood au Bitcoin, pour eux, en fait, le Bitcoin c'est quelque chose de néfaste, c'est quelque chose de dégoûtant, c'est quelque chose de très spéculatif, etc., etc., etc. Ils ont été très 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 durs sur le Bitcoin. Et donc là, par exemple, moi, mon avis sur cette question-là, c'est que le Bitcoin, au contraire, est quelque chose de très positif pour la société, et quelque chose de très intéressant. Et là, je pense qu'on a vraiment affaire en fait à un conflit générationnel, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le Bitcoin, qui font pas non plus l'effort de comprendre que c'est que le Bitcoin, qui font pas l'effort de comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que c'est futuriste, pourquoi est-ce que ça va très probablement changer très très durablement le visage des marchés financiers, de la monnaie, de tout un tas de choses. Enfin, vraiment, le Bitcoin et la blockchain
vont sûrement changer beaucoup de choses sur la manière dont on gère notre argent sur les 10-15 prochaines années. Et du coup, en fait, eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'aspect spéculatif, qui certes existe, hein, je vais pas te dire le contraire, il y a clairement un aspect spéculatif sur le Bitcoin aujourd'hui, mais je pense que la technologie et la preuve qu'apporte le Bitcoin de la viabilité de cette technologie-là ont une valeur qui est très importante, et du coup je suis pas du tout d'accord avec Buffett et Munger par exemple sur le fait que le Bitcoin est quelque chose de néfaste et de mauvais pour la société. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point qui était très intéressant aussi, Buffett a dit qu'il avait pas d'inquiétude vis-à-vis de l'augmentation des impôts aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Warren Buffett est historiquement démocrate, il a voté pour Joe Biden, il a dit qu'il avait voté pour Joe Biden, et du coup il se plaint pas du tout, au contraire de la plupart de la communauté financière, de l'augmentation prévue des impôts par Biden. Il explique notamment que lui, quand il a commencé à investir, quand il était jeune, l'impôt sur les sociétés était à 50% aux États-Unis, était à plus de 50% aux États-Unis. Et il dit ça a jamais empêché personne de faire du business, ça a jamais empêché la société de tourner correctement, au contraire. Il pense que l'impôt c'est quelque chose de positif, il pense que les gens qui sont riches devraient payer des impôts, et c'est un point de vue qui clash un petit peu avec le son de cloche qu'on entend majoritairement aujourd'hui. Donc du coup, voilà, ça valait le coup d'être noté. Il pense que les impôts sont quelque chose de positif, et il pense pas du tout que ça va avoir un effet négatif sur le marché, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. En revanche, ils sont tous les deux inquiétés de l'augmentation de la dépense publique, et notamment de l'augmentation de la dépense publique aux États-Unis. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils constatent de l'inflation de partout. Pour eux, l'inflation est beaucoup plus importante que ce que dit la Fed. Ils ont donné pas mal d'exemples, par exemple le bois, le cuivre, qui sont aujourd'hui voilà les deux gros, mais aussi le soja, le maïs, le poulet, le porc, donc des choses qui sont vraiment plus dans le quotidien des Américains. Et en fait, il dit pour eux, il y a une grosse inflation qui est en partie due à l'augmentation de la dépense publique qui se fait de façon assez incontrôlée aujourd'hui aux États-Unis. Il pense là dit que rien n'est critique aujourd'hui, que ça va se corriger en fait sur la durée. Ce qui est un argument qui se tient, hein, genre en fait, ce qu'il pense c'est que il y a eu beaucoup d'argent qui a été imprimé, parce que voilà, il y a une grosse quantité de dollars qui a été créée pour subvenir à la crise financière et pour subvenir aux besoins du gouvernement américain pour soutenir les Américains pendant cette crise sanitaire. Il pense, l'a dit, que l'économie va croître assez rapidement pour couvrir, en fait, pour avoir besoin vraiment de cette disponibilité monétaire, et que du coup, ça va s'effacer assez rapidement, et que c'est pas très grave. Par contre, ils sont inquiets du fait que il n'y ait pas de ralentissement, en fait, dans les intentions de dépenses publiques. Ce qu'ils disent, c'est que aux États-Unis, comme dans le monde entier, ils voient pas d'intention de limiter la dépense publique. Ils pensent que les États ont l'air d'être tous partis pour continuer à emprunter et créer de la monnaie. Et ils trouvent que ça, par contre, c'est inquiétant, en fait. Ils pensent que, voilà, c'est ce qui s'est passé jusque-là, c'était normal et c'était sain et ça va se corriger, mais que si on continue sur cette pente-là, on risque un désastre. Ils disent, voilà, ils ont utilisé le mot désastre, et ils pensent que pour eux, si on continue sur ce chemin-là, en fait, on risque d'avoir des grosses complications sur les économies mondiales, et donc du coup, ils mettaient en garde contre ça. Ensuite, sur leur portfolio un petit peu, parce que du coup, dans ces meetings-là, ils parlent toujours un petit peu action aussi. Warren Buffett a dit que c'était une erreur pour lui d'avoir vendu Apple l'année dernière. Donc il a vendu du Apple l'année dernière, il n'a pas vendu l'intégralité de sa position Apple, mais il a vendu quand même une partie de sa position Apple. Et il pense que c'était une erreur, puisque du coup, en fait, depuis, Apple a continué à performer, et notamment annoncé des très bons résultats en début d'année, comme on en parlait dans la vidéo précédente sur l'actu financière. Et donc, du coup, il pense que c'était une erreur. Et de l'autre côté, c'est intéressant, parce que du coup, là aussi, c'est générationnel. Il a été critiqué par un journaliste qui lui a posé la question, il lui a dit mais vous avez pas, ça vous choque pas de continuer à investir autant dans la société pétrolière? Historiquement, Warren Buffett a beaucoup investi dans les sociétés pétrolières et ça a vraiment fait partie du cœur de son portfolio. Et en fait, il a répondu que non, pour lui, le pétrole était toujours une industrie intéressante aujourd'hui, que c'était une industrie de futur. Il a même dit ça, il a dit que pour lui, les entreprises pétrolières étaient des industries de futur, que elles allaient activement participer à la transition écologique, tout ça et tout. Très discutable à mon avis. Moi, par exemple, clairement, si on prend celle que je connais le plus, parce que là pour le coup il parlait de sociétés pétrolières que je connais pas bien, mais si on parle de Total aujourd'hui en France, Total est 0% investi dans la transition écologique, quoi. Genre on a vraiment affaire à,
On a vraiment affaire à une entreprise qui fait semblant, ponctuellement, avec des micro-projets, de dire « Ah oui, voilà, on se met à faire ça, c'est vachement écolo, vous êtes fiers de nous, nanana », mais dans la réalité, ils sont toujours en train de forer partout dans le monde, ils sont en train de développer des complexes monumentaux pour le pétrole et pour le gaz, toute leur R&D, elle va sur le pétrole et sur le gaz, et en fait, ils sont pas du tout inclus, ils sont pas du tout investis dans la transition écologique aujourd'hui, contrairement à ce que dit Warren Buffett. Clairement aujourd'hui, les sociétés pétrolières sont pour moi des entreprises qui devraient petit à petit mourir, et on devrait arrêter d'investir dans ces boîtes-là, et au contraire, on devrait leur retirer des capitaux en leur disant aujourd'hui, votre utilité à la société, elle est plus que limitée, vous allez pas dans le bon sens, quoi. Et lui, il est plutôt sur la position inverse, et là, je pense que c'est aussi générationnel, je pense que notre génération à nous, plus jeune, est plus intéressée par ces questions écologiques-là, il est plus sensible, se renseigne aussi peut-être un peu plus sur des alternatives, tout ça et tout, là où lui, il a investi toute sa vie dans les sociétés pétrolières, et à 90 ans, il voit pas pourquoi est-ce qu'il changerait de stratégie d'investissement, ce qui, se comprend, mais en même temps, bon voilà, quand on se dit que c'est une des voies les plus importantes et les plus écoutées dans l'investissement dans le monde, c'est quand même un peu dommage qu'ils tiennent ce genre de discours-là. Et enfin, dernier point important, il a parlé des ETF, Warren Buffett, il a soulevé un point intéressant en fait sur les ETF, il a dit que pour lui les ETF étaient toujours une manière ultra intéressante d'investir. Il a pris l'exemple des 20 plus grosses sociétés américaines, en disant que les 20 plus grosses sociétés américaines en 1989 ne sont plus aujourd'hui dans le palmarès. Il n'y a plus aucune des 20 plus grosses sociétés américaines de 1989 qui font partie des 20 plus grosses sociétés en 2021. Il dit elles ont toutes été remplacées, elles ont toutes été détrônées. Et il dit du coup, si tu avais investi dans un ETF qui traquait donc les plus grosses sociétés américaines, et ben du coup l'ETF se serait ajusté au fur et à mesure que ces entreprises-là avaient disparu, et tu serais resté bénéficiaire sur le long terme en fait. Là où si tu avais juste investi individuellement dans les 20 sociétés de 1989, et ben du coup tu aurais perdu de l'argent aujourd'hui. Et donc du coup il pense que les ETF sont toujours une bonne manière d'investir. Là aussi, c'est une vue qui commence à être un petit peu moins soutenue par la communauté des investisseurs. On a notamment des gens comme Michael Burry ou Casey Wood qui sont très très anti-ETF et qui disent attention, les ETF larges qui suivent des indices, c'est une manière d'investir qui est un petit peu dépassée dans le temps, qui est un petit peu dépassée et qui risque sûrement de connaître des années beaucoup plus sombres que ce qu'ils ont connu jusque-là. Et donc du coup, c'est un point de vue qui est qui est pas très très soutenu et qui est pas très très défendu aujourd'hui dans les fonds d'investissement en général. Mais donc du coup c'était un point intéressant parce que lui il pense que c'est aujourd'hui encore une bonne manière d'investir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose. Si c'est le cas, pense à laisser un like, pense à t'abonner, pense à partager la vidéo si jamais tu penses qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis sinon je te remercie, on se retrouve à la prochaine. À ciao.